Bonjour à ceux qui viennent juste de se joindre à nous. Ce matin, on va vous présenter avec SAP comment créer un tableau de bord Webby en quelques étapes. Je suis très content d'être ici ce matin parce qu'en fait, c'était un peu imprévu. Pour ceux qui étaient avec nous il y a quelques mois, vous allez vous rappeler qu'on avait fait un webinaire avec SAP sur de montrer tout ce qui était possible, de comment transformer un Webby en tableau de bord. Et puis, l'idée était venue live pendant les questions-réponses de faire ce deuxième webinaire et de vous montrer étape par étape comment faire cette transformation, comme vous voyez à l'écran ici, de rapport classique Webby à gauche et de transformer dans un truc tableau de bord moderne à droite avec Web Intelligence. Et j'ai le plaisir d'avoir encore une fois les mêmes invités que la dernière fois. Pascal Gaulin, qui est expert produit Webby chez SAP, et aussi Grégory Botticcio, qui est le Product Manager de Webby chez SAP aussi. Bonjour, messieurs. Bonjour. Et moi-même, Patrick Perrier, le directeur Analytics ici chez GBN Smith. Donc, sans perdre de temps, comme d'habitude, ceux qui se joignent à nous, savez que merci de bien vouloir nous poser vos questions à tout moment dans l'interface GoToWebinar. Vous pouvez cliquer sur questions et nous écrire. On va répondre à vos questions d'ici la fin du webinaire, absolument. Cette session elle est aussi enregistrée, donc on vous enverra un petit email après ce webinaire. Vous aurez un lien pour revisionner ce webinaire et aussi la partager à vos collègues si vous le souhaitez. Et à la toute fin, il y aura un tout petit questionnaire. Si vous voulez bien prendre quelques secondes, nous dire comment vous avez trouvé ce webinaire, ce qu'on peut faire de mieux, ce que vous avez aimé. Donc, toujours dans l'optique de vous offrir un meilleur service. Donc, voici la petite écran GoToWebinar pour ceux qui n'auraient peut-être pas trouvé. N'hésitez pas à nous poser vos questions à tout moment. OK, donc juste avant de débuter, on voulait vous demander une petite question qui devrait s'afficher à votre écran. Voilà, maintenant. Grégory, je te laisse peut-être lire la question. Oui, très bien. Donc, à part SAP Business Objects, utilisez-vous une autre solution Analytics? Donc, ce sont les autres produits que vous pouvez trouver sur le marché actuellement qui sont très en vogue, j'ai envie de vous dire. Donc, Litech, Power BI, Tableau, SAP Analytics Cloud, autres. C'est un fait. Ce qu'on entend de la part de nos clients, et vous nous l'avez dit également, c'est que vous n'êtes plus mono BI mais multi-BI. Donc, on est curieux de savoir quel autre outil vous utilisez avec SAP Business Objects. Voilà. Absolument. Et puis, pour ceux qui répondent autres, si vous voulez bien, dans le chat ou dans le questionnaire, juste écrire quel autre outil vous utilisez, c'est toujours intéressant pour nous tous ici. Donc, merci à tous ceux qui ont voté. Il y a beaucoup de réponses. Je vais maintenant le fermer. Merci. Je passe à la prochaine slide. Donc, voilà, je passe la main maintenant à Pascal et Grégory. Donc, je vous mets présentateur, messieurs. Et c'est fait. OK, merci Patrick. Merci Patrick. Eh bien voilà, très bien. Donc bienvenue encore une fois. Nous sommes ravis d'être avec vous à nouveau pour vous expliquer comment utiliser Webby pour créer des dashboards. Donc cette fois-ci, on va pas vous montrer le résultat final, mais on va essayer de vous emmener d'un rapport A basique vers un rapport B qui ressemble à un dashboard. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, pour cette session, nous sommes deux, mais ce sera Pascal qui va vous démontrer comment achever tout cela. Et moi, Grégory, je vais vous faire la partie introduction. Donc Webby, vous le connaissez tous, c'est un des principaux outils de reporting que vous trouvez sur le marché. Et ce que vous voyez à l'écran, ce sont ces principales raisons d'être de Webby. Donc Webby, ça vous permet de faire des requêtes ad hoc, de créer des rapports opérationnels et des analyses dans un framework répétable. Et par framework répétable, il faut regarder le petit graphique situé à droite de l'écran. À savoir que lorsqu'on pose une question, lorsqu'on analyse les données résultantes de cette question, lorsqu'on les met
les formate dans un rapport et qu'on les partage. Donc, c'est toute cette phase d'autoring que je viens de décrire. L'utilisateur, lorsqu'il reçoit ce document, peut interagir avec ces données, les analyser à son tour, les commenter, ajouter ses propres points de vue, et le cas ultime, s'il a les droits, à son tour, modifier le rapport pour poser ses propres questions, les analyser, les mettre en format et repartager, etc., etc. C'est ça ce qu'on entend par framework reportable. Donc, on distingue une phase d'autoring et une phase de consommation, de viewing. Le but de Webi, c'est de délivrer l'information. Et pour cela, on utilise les capacités de la plateforme Business Objects. Donc, on parle de tâches planifiées ou de publications. Ça peut se faire manuellement comme de manière automatisée. Et tout ensemble, le but, c'est d'améliorer la prise de décision dans les entreprises, prendre des décisions sur des faits, non pas sur des opinions, et d'améliorer l'autonomie des utilisateurs. Alors, ce point était peut-être moins vrai dernièrement parce que faut être réaliste. Webi, en termes d'outils de self-service, est fait dépasser par la compétition. C'est notamment avec toute la partie BI4, 4.1 et 4.2. Cependant, on vous réserve de bonnes surprises avec la version 4.3 où la partie self-service est vraiment mise en avant. On a vraiment travaillé sur les interfaces modernes et simples d'utilisation, et même chose pour les workflows. Donc, en 2019, enfin, vous allez entendre de plus en plus, et surtout en 2020, vous m'entendez beaucoup positionner Webi comme étant un outil de self-service BI, self-service reporting et self-service surtout dashboarding. Next slide suivante. Alors, quand on parle de Webi, les principales capacités, vous les connaissez, c'est ce que je viens de décrire précédemment, donc les requêtes ad hoc, du design, des capacités pour créer facilement des rapports de tout type, des rapports opérationnels comme des dashboards, surtout des dashboards, c'est un axe important maintenant pour Webi. Vous pouvez faire des analyses et injecter de l'interactivité. On partage et on peut collaborer sur les documents Webi. Un document Webi, lorsqu'il est créé, il est facilement mobilisable grâce à l'application mobile SAP Business Objects BI Mobile. Et enfin, avec Webi, vous pouvez faire ce que vous voulez grâce aux SDK. Donc des SDK basés sur des web services vous permettent de faire tout cela. Maintenant, concernant Webi, donc on utilise beaucoup comme outil de reporting, mais beaucoup d'entreprises l'utilisent de plus en plus pour faire du dashboard. Et les raisons pour lesquelles ils ont essayé, c'est très simple. La suivante. C'est qu'on vous permet avec Webi, on donne un contrôle complet du layout, du contenu du document. Donc, ça vous permet de faire des choses très structurées et assez puissantes. On a différents types de blocs, tant pour les tables que pour les charts. Ça vous permet de displayer n'importe quel type d'information. Vous pouvez faire des freeform analysis, donc de l'analyse libre via des interactivités que vous pouvez créer vous-même pour vos utilisateurs. On a ce qu'on appelle des interactions sur le chart, mais également des widgets qu'on appelle des input control. Et enfin, on a une mode de consommation moderne depuis la 4.2 Split 4 qui s'appelle l'Interactive Viewer. Il est au cœur de la BI 4.3. On reparle de cela plus tard. Et enfin, si vous mettez l'ensemble de ces fonctionnalités ensemble, ça vous permet de designer, de créer des dashboards très rapidement, très simplement avec Webi. Voilà. Alors maintenant, je vais vous poser une question. C'est le pool numéro 2. Où là, ce qu'on aimerait savoir, c'est vous êtes tous des utilisateurs Webi, vous l'utilisez, vous avez peut-être déjà essayé de créer des dashboards et vous avez pu identifier des améliorations évidentes. Donc, je vous pose ces questions. Quelles sont les fonctionnalités dont vous auriez besoin dans Webi pour le rendre plus dashboard compatible? Donc, je vous ai mis quelques exemples tels que des scroll bars dans les tables et les graphiques, un layout responsive, c'est-à-dire un layout qui s'adapte quelque chose à la taille de l'écran, des tooltips personnalisables, c'est-à-dire que quand je sélectionne une information, j'ai un tooltip qui apparaît avec autre chose basé sur cette information sélectionnée, ou plus de capacité de filtrage libre et de sélection libre dans le document, avec des interactions multiples, quand je clique, il se passe quelque chose, etc., etc. Si vous pourriez sélectionner ce qui vous semble le plus pertinent pour rendre Webi plus compatible, si vous voulez autre chose, n'hésitez pas d'utiliser le chat pour proposer une demande d'amélioration. On regarde tout cela, évidemment. Voilà. Alors, j'ai pas vu le pool, s'il y a eu le bouton. Tu vois les réponses, ça vient, ok. Oui, très bien. C'est encore en train de venir. Je vais juste attendre 5 secondes. Il y a beaucoup de réponses aujourd'hui, c'est bien.
Bon, je vais le fermer maintenant. Je vous laisse continuer. Ok, merci beaucoup de vos réponses. Voilà. Alors à partir de maintenant, moi je m'arrête là, je vous remercie et je passe la main à Pascal. Et là maintenant, c'est que de la démo. Voilà, merci Pascal. Ok, merci Grégory. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais vous faire une petite démo pour vous montrer comment construire rapidement un dashboard à partir d'un document Weeby qui est un simple rapport, hein, correctement construit, mais qui n'a rien d'extraordinaire. Et donc, durant cette démo, je vais vous montrer ça en plusieurs étapes. La première qui consiste à préparer vraiment la façon de disposer les différents blocs à l'intérieur de votre rapport pour que ça ressemble à un dashboard. Comment formater aussi chacun des blocs qui vont apparaître dans ce rapport. Comment les positionner et les uns par rapport aux autres pour que ça fasse un joli dashboard. Et puis finalement, quelle sorte d'interactivité on peut ajouter à tous ces blocs pour jouer avec ce dashboard que l'on verra finalement donc dans le viewer interactif dont Grégory vient de parler. Alors voilà, donc ça c'est le document que je vais utiliser pour démarrer, hein, comme je vous disais, donc un rapport tout bête hein, avec des tables. Il y a déjà un peu d'interactivité dans ce rapport avec des contrôles d'entrée, donc vous verrez ça dans une minute. La méthode pour construire ce dashboard, elle est assez simple. Hein. D'abord discuter avec les utilisateurs de leurs besoins, comprendre leurs besoins, savoir quelles informations ils veulent afficher dans ce tableau de bord, et puis utiliser un papier, un crayon ou un tableau pour dessiner ce tableau de bord, la façon dont il va se présenter, la position de chacun des blocs et ce que va contenir chacun de ces blocs. Donc, j'ai fait moi-même cet exercice donc avec le tableau de bord que je vais vous présenter. Donc, on a ici voilà le résultat de ce dessin que j'avais commencé sur un bout de papier. Donc, on aura des tuiles en haut de ce tableau de bord, chacune représentant une mesure qui est affichée dans la tuile. Et la première chose que vous pouvez remarquer, c'est que la taille de ces tuiles et la taille de chacun de ces blocs ce sont des choses qui sont bien précises avec des valeurs, enfin des tailles bien précises, de manière à ce que chaque bloc s'aligne parfaitement avec son voisin. Donc en fait, on part d'un document qu'on va montrer en format paysage, de préférence au format A3. Pour avoir la place suffisante de le montrer sur un grand écran. Et chaque bloc, en fait, enfin, on va définir la taille du plus gros des blocs et les petits blocs seront ou plutôt les grands blocs seront des multiples de la taille des petits blocs. Donc, par exemple, pour les tuiles, si je définis des tuiles qui font 10 cm sur 5 cm, eh bien les grands blocs, eux, feront 10 cm de hauteur et deux fois, comme là on a un grand bloc qui fait deux fois la taille d'un petit bloc, donc 10 cm, plus l'intercalaire entre le petit espace qu'il va y avoir entre chacun des blocs, qui est fixe hein, partout dans le document et que j'ai choisi comme étant 4 mm. Voilà, donc c'est assez simple, hein. Il y a pas de secret, pas de choses compliquées, mais il faut au moins prendre le temps de le dessiner sur un bout de papier et puis savoir exactement ce qu'on va présenter dans chacun de ces blocs. Et donc en à peu près 1 heure, voilà le résultat que l'on obtient à partir du document original, en reprenant juste les données du document original et puis en ayant transformé, ajouté quelques blocs et transformé les blocs qui existaient. Par exemple, la grande table qu'on avait dans le document original, voilà, on la retrouve ici en bas. La petite table qu'on avait dans le document original avec ces 4 mesures, on les retrouve en haut ici sous forme de tuiles. Et en plus, on a ajouté quelques infographies pour illustrer ce document. Donc, je vais maintenant passer sur la machine de démo. Donc, j'ai arrêté ça. Voilà. Donc, on va passer en mode full screen. Voilà.
Donc voilà le document d'origine, tel que je vous l'ai montré dans la présentation il y a quelques minutes. Et donc je vais donc ici en premier step. Et donc voilà, donc je vais travailler à partir de ce document. Donc j'ai juste dupliqué les rapports pour pouvoir passer facilement d'une étape à l'autre. Donc première étape ici, donc bon bien évidemment, il faut que je me mette en design. Je me mets le setup de la page. Ok, donc on a dit on se mettrait en format A3, on se mettrait aussi en format paysage. Voilà, on va travailler aussi en mode page pour avoir une vue vraiment complète du document. Et à partir de là, alors je vais pouvoir donc configurer ma page. Alors déjà, je m'assure que les marges sont bien à 0, ce qui est déjà le cas dans le document d'origine, pour pouvoir bénéficier de toute la surface du document. Alors, comme je souhaite avoir un fond noir, donc je vais modifier immédiatement donc les quelques cellules que je vais garder ici dans l'entête du document pour changer donc la couleur. Je vais choisir pour tout le document, j'aurai du texte en bleu, voilà, et ensuite donc voilà, immédiatement je vais pouvoir changer du coup la couleur de fond de l'entête pour passer en noir. Même chose ici pour le rapport où je vais le passer en noir. Donc là voilà, ça se fait très rapidement. Bon, j'aligne mes petites cellules qui étaient là précédemment sur le côté du document A4, je les mets bien tout à droite. Donc dans mon document A3. Et maintenant, je vais transformer cette petite table en différentes donc des tuiles. Donc les tuiles que je trouve ici dans les charts. Hop, une tuile tout simple. Donc la première, je regarde dans mon tableau, c'est la marge. Donc je vais configurer cette première tuile. Je voulais avoir des coins arrondis. Je vais lui donner un nom aussi. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est que pour chaque bloc, il faut lui donner un nom de manière à pouvoir le reconnaître au moment où on va aligner tous les blocs entre eux. Okay. Voilà. Alors, pour le titre, on va rester en blanc. On va adopter un fond bleu. Voilà. Hop. De manière globale, par contre, je ne veux pas de fond. Donc là, j'annule la couleur du fond. Le sous-titre, pareil, je le mets. On n'en a pas ici, mais je le mets en bleu. Le KPI, je le laisse comme il est. Juste la couleur de la fonte en blanc. Voilà, la couleur du background en bleu. Et le pied de page, donc toujours en blanc et en bleu. Et je vais juste ajouter l'unité voilà. Donc voilà, j'ai représenté ma première tuile, et donc je vais lui donner la taille que je souhaite pour, comme je l'ai choisi lorsque j'ai dessiné mon layout. Donc on avait dit 10 cm en largeur et 5 cm en hauteur.
Voilà. Donc maintenant, l'étape suivante, ben, c'est assez simple. Hein. Je n'ai pas besoin de recréer chez chaque tuile individuellement. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier et coller chacune de cette première tuile, et puis juste changer les données que j'ajoute. Donc je sais que ma deuxième tuile, j'ai besoin de net sales, ok, et ainsi de suite pour chacune des tuiles. Donc là, je vais pas faire l'opération pour les 4 tuiles, hein, ça n'a pas trop d'intérêt. Je vous ai montré comment on faisait la première, comment on la dupliquait, etc. Donc on arrive à l'étape suivante, l'étape 2, où j'ai créé mes 4 tuiles, et à partir de cette étape 2, je vais donc continuer d'enrichir mon document. Alors, je n'ai plus besoin de cette petite table, hein, puisque je l'ai remplacée par mes tuiles. Je vais aussi diminuer, alors traiter cette table, la grande table qui est ici. Voilà. Alors, je vais lui, bon, c'est bon, elle a un nom, je vais garder le nom qu'elle a. Alors, tout d'abord, pour diminuer la taille de la table, ou plutôt pour figer la taille de la table, je lui applique un ranking. Et je vais garder juste les 12 premières colonnes, ce qui fait à peu près la taille voulue, hein, en hauteur. C'est une dizaine de centimètres, hein, comme je le souhaite. Alors, c'est pas aussi précis qu'un chart, mais ça reste suffisant. En fait, c'est plutôt autour de 9 centimètres. Et je vais ranker par rapport alors à ma première colonne, qui est ici, qui s'appelle donc ranking. Alors non, c'est pas là, pardon. C'est ici. Voilà. Donc voilà, j'ai réduit la taille de ma table à une dizaine de centimètres. Donc je peux la baisser un peu plus bas et commencer à aligner donc mes tuiles ici. Donc la première, donc là-haut. La deuxième que je vais positionner à côté. La troisième là. Mais ici. Et la quatrième en dernier. Ah. Voilà. Alors, la table, je vais elle aussi la configurer. Donc, ce que je fais, c'est déjà les en-têtes. J'aimerais qu'ils soient en bleu. Donc, je les sélectionne tous. Je vais garder une largeur de colonnes. Alors, ce que je veux, c'est avoir des colonnes de taille fixe, hein, à peu près. Donc, je vais mettre un peu plus. Voilà. La hauteur, par contre, je peux la laisser en automatique. La fonte, donc on va passer en blanc. Et puis le fond, donc plutôt que le gris, là, je vais prendre le bleu. Voilà. Je vais par contre réduire la largeur de la première. Voilà, pour que globalement, ça me fasse une largeur donc de un peu plus d'une vingtaine de centimètres, comme pour les grands blocs. Voilà, et puis je place donc ma table tout au fond. Alors, maintenant que j'ai traité cette table, je vais ajouter un premier chart. Et je vais prendre donc un waterfall. Voilà. Et donc,
Pour ce waterfall, donc je connais ce que je dois afficher dedans. Donc ici, j'ai des dates et pour les valeurs, c'est pas le pourcent, c'est l'autre. Voilà, c'est celui-ci. Voilà. Alors même chose, je prends donc mon chart, je lui donne un nom pour être sûr de le retrouver. Tout à l'heure, quand je vais faire l'alignement, la taille, donc c'est un grand bloc, donc non, alors 20,4 cm de largeur, en prenant en compte donc l'intercalaire entre les deux petits blocs, 10 cm en hauteur, voilà. Je change, je voulais avoir des couleurs rouges pour les valeurs négatives, des couleurs vertes pour les valeurs positives. Je veux aussi afficher le total. Je veux afficher les labels de données. Mettre à l'extérieur et horizontaux. Et donc pour le titre, je vais changer le titre. Alors c'est le bloc le plus compliqué à configurer hein, dans ce tableau de bord. Pour les autres, c'est beaucoup plus automatique. Donc là, on avait dit months over months, revenu. Voilà. Avec en blanc et une couleur de background, donc en bleu, pour respecter la charte graphique de mon tableau de bord. Voilà, donc ce premier. La dernière chose, c'est que je vais afficher les lignes de référence entre les colonnes. Donc voilà mon premier graphique que j'affiche donc dans mon tableau de bord. Je vais vous montrer rapidement la création du deuxième. Hein, donc une petite géographie. Ça n'affiche pas. Si, le voilà. Une carte géographique avec donc mes pays. Et donc le net sales. Alors, même chose, un petit peu de configuration du bloc. Je ne veux pas voir la légende. Je lui donne un nom. Je lui donne la bonne taille. Ok. La couleur, je lui donne la palette que j'ai choisie pour tout mon document. Et le titre, donc même chose, on l'est en blanc avec une couleur de background bleu. Ok, voilà. Ah, j'ai pas pris le bon bleu. Non, je me suis trompé. Voilà, c'est celui-ci. Voilà. Donc on a par rapport au document au tableau de bord qu'on veut représenter complètement, donc il y a deux autres infographies
que l'on veut afficher, hein, qui sont donc un funnel ici et puis un trimap, hein. Donc je vais pas faire l'effort ici de les créer et de les configurer. De toute façon, c'est toujours le même principe, sauf qu'ils ont une taille un peu différente. Donc voilà. Maintenant, imaginons que je l'ai fait. Donc j'arrive à cette étape, hein, où j'ai créé tous mes blocs. Je les ai positionnés grosso modo les uns par rapport aux autres. Et maintenant, ce que je vais faire, donc, c'est vraiment les aligner correctement. Donc, alors, je vais en fait me baser sur le premier qui est tout en haut. On peut faire comme ça. Je vais prendre, voilà, la position relative. Alors, celui qui est tout en haut, lui, je vais le positionner. C'est le seul que je vais faire comme ça. Je vais le positionner par rapport au rapport. Donc, vraiment le mettre tout en haut du rapport, sauf que, voilà, faut pas que j'oublie, je garde une petite marge donc de 4 mm comme je le fais entre tous mes blocs. Les suivants, donc ensuite, eux vont être positionnés par rapport à ce premier bloc. Donc, toujours la petite marge de 4 mm. Donc à droite, s'il veut bien me rendre la main. Petit souci avec mon serveur. Ah zut. Je suis désolé, là j'ai l'impression que j'ai une petite... Ah, ça y est, c'est en train de revenir. Non, oui, voilà, c'est en train de revenir. Voilà. Donc 0,4 par rapport donc à ma marge. Et là, alors 0,1 par rapport au côté droit de marge. Voilà, je vais faire le même travail pour chacun des blocs ici, toujours en respectant cette petite marge, donc cette petite intercalaire de 4 mm entre chacun des blocs, aussi bien en hauteur dans la hauteur que dans la largeur du document, pour au final arriver à ce résultat ici, qui est donc le quatrième step, hein, où donc mes blocs sont correctement alignés. Donc j'ai maintenant un document qui voilà qui est propre, hein, un tableau de bord qui est bien designé. Et maintenant je vais m'occuper de l'interactivité sur ce tableau de bord. Alors comme je le disais tout à l'heure, hein, on a déjà des contrôles d'entrée ici qui ont été définis sur le document d'origine. Je ne vais pas y toucher, hein, je vais les conserver. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais ajouter donc un lien à partir de la carte géographique ici qui va me permettre de sélectionner les données pour les pays que je souhaite. Alors, comme je veux aussi savoir quel pays j'ai sélectionné à chaque fois que je clique sur une des bulles ici sur la carte, ce que je vais faire, c'est que j'avais défini ici voilà, une petite variable qui m'indique quel est le pays sélectionné. Donc je vais garder ça ici en haut. Dans le header. Alors, il faut que je reformate ça. Pour que ce soit plus propre. Pas de header. Hop.
Voilà. On va faire un autofit sur content. Alignement horizontal, on va l'afficher au milieu. La fonte, on va l'afficher en grand. Voilà. Et en bleu. Et le fond, on n'en met pas. Voilà. Et donc maintenant, à partir je vais ajouter un lien à partir de ma carte sur l'ensemble des éléments du rapport, excepté la carte elle-même, de manière à ce que je puisse continuer à voir par contre, il n'a pas pris. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça là, j'ai un petit problème. Petit problème de rafraîchissement de mon document. Donc le but ici, c'est que quand je vais sélectionner donc une bulle, voilà, sur ma carte, j'affiche ici le pays que j'ai sélectionné et je mets à jour l'ensemble des graphiques qui sont sur le tableau de bord. Ce que je souhaite faire aussi, je suis embêté par cette... En termes d'interactivité, ce que j'aimerais aussi, c'est pouvoir changer, par exemple, la mesure que j'affiche sur mon funnel ici. Voilà. Le funnel chart que j'ai ici. Pour le moment, j'affiche NetCell, mais je peux avoir envie d'afficher plutôt que le NetCell, d'afficher par exemple la marge, donc avoir sur mes ventes. Et donc pour ça, alors je peux contrôler ça via un contrôle d'entrée aussi. Donc la manière de le faire, alors c'est quelque chose qu'on avait expliqué lors de notre précédente présentation, hein, c'est que il faut créer une première variable que j'ai appelé KPI, hein, qui contient juste le nom de la mesure, c'est une constante, hein, le nom de la mesure que j'affiche par défaut, en l'occurrence ici net sales. Et ensuite, je crée une deuxième variable, alors elle de type mesure, dans lequel je vais tester en fait la valeur de cette variable appelée KPI. Donc si la KPI contient net sales, alors on affiche net sales. Sinon, eh ben, l'autre valeur possible, parce que là c'est vraiment c'est binaire, hein, c'est j'afficherai la marge. Voilà. Donc ensuite, ce qu'il me reste à faire, c'est assez simple. Je crée un input control, donc sur KPI, voilà, avec des valeurs custom bien sûr. Alors la première valeur que j'ai, bah, c'est net sales, et l'autre valeur que je vais vouloir sélectionner, c'est margin. Donc j'ai deux valeurs possibles pour ces contrôles d'entrée. On n'a jamais toutes les valeurs, on ne peut pas sélectionner toutes les valeurs. Et par contre, on a une valeur par défaut qui est la valeur que j'ai avec laquelle j'ai initialisé KPI, donc qui est net sales. Voilà. Alors, ce qui se passe maintenant, donc ici, donc j'ai mon contrôle d'entrée KPI, donc là où j'affiche net sales. Si je veux afficher margin, par contre, voilà, donc là j'affiche margin. Et donc, maintenant, alors, on l'a pas dans le titre, donc parce que le titre, lui, il est figé. Alors, pour changer ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans titre et on va changer la formule du titre. Au lieu de prendre le titre automatique, on va utiliser
la valeur de KPI. Et on va conserver donc ce qu'il y avait ensuite. Hein, donc si je me souviens bien, c'est by catégorie plus. Voilà. Ah, j'ai oublié quelque chose. Titre. Donc on a dit KPI plus by catégorie. Hop. Voilà, c'est bon. Voilà. Et donc maintenant, donc là on voit bien que c'est marge qui est affichée. Et si je change ici, donc si je rebascule sur Net Sales, voilà, j'ai bien Net Sales qui s'affiche, donc avec les valeurs de Net Sales. Donc ça me permet facilement aux utilisateurs de changer la mesure utilisée pour dans un chart. Alors on peut faire la même chose aussi dans une table. Hein, on peut donc là, je laisse à votre imagination. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple remplacer une visualisation, enfin un graphique par un autre. Alors, par exemple, ici, là, j'ai un bubble chart en bas, et je me dis que peut-être si j'ai tous les pays qui sont visualisés, plutôt que d'avoir un bubble chart, j'ai envie d'avoir donc ce trimat. Donc, ce que je fais, c'est que je vais copier mon bubble chart. Et donc, je vais le dupliquer. Voilà. Là, je vais le changer. Donc, en intrimap. Où est-ce que... Voilà, ici. Non, là. Donc, le trimap avec... Donc, je vais bien garder... alors, cette fois, pour afficher les pays. Hop. Et donc, par contre, je vais garder Net Sales. Voilà. Voilà. Alors, celui-ci, je vais l'afficher, enfin, je vais l'aligner sur le bubble qui est juste en dessous. Donc, je vais mettre, il a la même taille, donc il va le recouvrir. Voilà, le bubble. Hop, 0. Voilà. Et alors, pour voir l'un ou l'autre, en fait, ce que je vais faire, c'est que le trimap, lui, je vais le cacher. Je vais le cacher sous certaines conditions. La condition étant que si je sélectionne un seul pays, alors je veux voir le bubble. Par contre, si tous les pays sont sélectionnés, alors je préfère voir le trimap. Donc on va faire un compte de country. Voilà. Donc si j'ai un seul pays qui est sélectionné, alors je cache mon trimap. Et donc il va réagir. Alors il faut que je modifie bien sûr mon lien qui est ici. En matière de dépendance, voilà, je vais aussi, alors voilà, je n'ai pas pris la peine de le renommer, mais bon, je sais que c'est la copie du bubble. Voilà, et donc là, du coup, si je sélectionne par exemple la Suède, donc là, j'ai plus qu'un seul pays de sélectionner, donc le trimap disparaît. En revanche,
si j'enlève ma sélection, le trimap réapparaît puisqu'il est par-dessus le bubble. Donc voilà le type d'interactivité que vous pouvez ajouter sur votre tableau de bord. Hein. Ce sont un peu les astuces qu'on avait montrées la dernière fois dans notre précédente présentation. Et donc maintenant, on va regarder donc tout ça dans le viewer interactif. Hein, donc je vais quitter. Je vais donc quitter le designer pour passer donc dans le viewer interactif ici. Donc le tableau de bord est terminé, je l'ai construit. Hein, vous voyez, bon, bien sûr j'ai raccourci certaines étapes, mais il n'y avait rien non plus de très très long à faire, y compris l'interactivité. Donc voilà, il est 48, ça fait quoi, une quarantaine de minutes que je travaille dessus. Et donc maintenant, je démarre donc le viewer interactif. Donc pour ceux qui ne l'ont jamais vu, hein, ce client Webi, il est disponible depuis 4.2 SP4. Et donc il a été amélioré, enrichi au fur et à mesure des différents service packs de la 4.2. Là j'utilise donc la version 4.2 SP7. Voilà. Donc voilà notre document créé. Bon, là, j'ai un petit écran, mais bon, imaginez, donc je le mets à la taille de mon écran, mais imaginez sur un grand écran, donc on le voit vraiment parfaitement, beaucoup plus. Et donc là, j'ai en haut donc la barre des différents filtres, donc ceux qui existaient déjà sur le document d'origine, donc avec les dates ici qui sont sélectionnées pour présenter les données, la possibilité ici de créer un ensemble de filtres supplémentaires, enfin de contrôle d'entrée. Donc avec le viewer interactif, hein, je suis vraiment en mode viewing. Hein, je suis plus en mode design, donc c'est disponible. Ce sont des fonctionnalités qui sont disponibles à l'ensemble des utilisateurs. Donc là où je peux, par exemple, sélectionner donc la ligne de produit que je souhaite visualiser. Et voilà, donc j'ai ajouté un petit contrôle d'entrée sur les lignes. Et ici, j'ai le contrôle d'entrée donc sur la KPI sur cette visualisation ici, donc que je peux changer, donc passer par exemple à marge plutôt que net sales. Voilà. Et pour terminer, donc la dernière interactivité. Donc ici, les différentes. Donc sur ma GeoBubble, donc la possibilité de sélectionner un pays en particulier pour lequel je vais regarder les données, ce qui va changer, donc ce qui va cacher mon trimap ici, et puis donc changer les valeurs donc des tuiles et des différents autres éléments sur le tableau de bord.
Voilà. Alors vous remarquerez qu'avec ce viewer interactif, lorsqu'on sélectionne ici un élément donc dans un chart, cet élément est affiché d'une manière un petit peu différente pour bien montrer ce qui est sélectionné. On a aussi donc là donc les valeurs donc de chacune des entrées qu'on retrouve un peu partout ici sur tous les charts. Donc là, j'avais choisi Line. Donc là, je peux par exemple afficher uniquement ce qui concerne les produits électroniques. Je peux ajouter un autre contrôle d'entrée sur ces différents produits pour avoir un filtrage un peu plus fin. Donc différentes, par exemple, catégories, produits, etc. Enfin bref. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, le résultat donc qu'on a obtenu donc en un peu moins d'une heure, en raccourcissant certaines étapes, mais qui de toute façon sont pas très longues. Hein. C'était principalement pour éviter donc la redondance dans ce que je vous montrais. Donc c'est terminé pour cette démo. Je pense qu'on peut repasser donc sur la présentation, sur l'enquête suivante, la question suivante peut-être. Parfait. Ben, Pascal, merci beaucoup. Moi-même, ça fait 20 ans que je fais du Business Object. J'ai trouvé ça très intéressant de voir la transformation. Je suis sûr que tout le monde ici ce matin ont bien apprécié. Merci Grégory aussi. Donc, je vais passer effectivement à la suite de la présentation, juste avant qu'on passe aux questions et réponses. Vous devriez voir mon écran maintenant. C'est parfait. Donc, un petit mot, seulement ce slide sur nous ici à 368. Bon, je pense qu'un peu tout le monde ce matin, vous avez dû entendre parler de nous. Donc, on est une société partenaire avec SAP. On est grand fan de Web Intelligence. On veut que l'aventure continue. Et donc, on a plusieurs produits pour vous aider à maximiser l'utilisation de votre Business Objects et aussi réduire les coûts de maintenance et de mise à jour. Donc, comme vous voyez à l'écran, nos outils vous aident à faciliter vos mises à jour, faire de l'analyse d'impact, par exemple, de la métadonnée entre les Webby, les univers ou les queries BW ou HANA. On a plusieurs solutions pour vous aider à tout tester, à s'assurer que la qualité est là. Donc, tester les Webby, tester la sécurité, tout ça. Et l'idée, c'est comme je disais tout à l'heure, de vous aider à réduire les coûts d'opération de Business Objects, vous aider à gérer la sécurité, rester en conformité comme RGPD par exemple et autres, et automatiser le plus possible. Donc, réduire les coûts aussi, c'est automatiser les opérations qui sont manuelles, longues et coûteuses, mais aussi les opérations de maintenance. Donc, voilà, si vous avez besoin d'assistance sur un de ces sujets, n'hésitez pas à nous contacter. Et comme Pascal le disait, nous avons une petite dernière question pour vous avant de passer aux questions et réponses. Laissez-moi la trouver. Voilà. Donc, c'est tout simplement à la suite de ce webinaire, suite à ce que vous avez vu, suite à ce que je vous ai dit très brièvement sur 368, est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce qu'on peut vous aider? Donc, est-ce qu'on peut vous aider avec les tests de non-régression? Est-ce que vous souhaitez? Donc, vous avez vu ce matin, il faut être en 4.2 SP7 pour faire tout ce que vous avez vu ce matin. Donc, est-ce que vous avez besoin d'aide sur les mises à jour? Souhaitez-vous plus d'informations sur l'analyse d'impact et la métadonnée, mais aussi, comme je disais, l'automatisation des tâches administratives et aussi de maintenance. Donc, je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont répondu. Je vous remercie. Je vais fermer ça maintenant. Voilà. OK. Donc, oui, dernière chose avant les questions-réponses. Pour tous ceux qui iront à la convention USF
à Nantes cette année. Donc, comme d'habitude, nous aurons un stand là-bas. Donc, venez nous voir. Hein. Mes collègues du bureau de Lille y seront. On a aussi une présentation là-bas. Mais surtout, pour tous ceux qui nous mettent une petite note dans le questionnaire aujourd'hui, on va tirer au sort 4 passes gratuites. C'est d'une valeur de 300 quelques euros, je pense. Donc, on aura 4 passes gratuites pour vous inviter à l'USF. Donc, je vous encourage à le faire si ça vous intéresse. Vous êtes disponible le 9 et 10 octobre. Donc, voilà, les questions et les réponses. Donc, d'habitude, on fait ça ici. Toujours un peu... OK, d'accord. Donc, je vais essayer d'écrire les réponses, les questions et les réponses en live. Christophe, pas Christophe, mais Grégory et Pascal, je pense que, on passe à la première. Hein. Quelqu'un demandait quelle était la version faite avec ce démo. Vous confirmez que c'était 4.2 SP7, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc, version de BusinessObjects aujourd'hui. Et c'était, évidemment, 4.2 SP7. Et vous me confirmez, je pense, que SP8 sera disponible en début d'année, février, je pense, l'année prochaine? De mémoire, oui, c'est début 2020, ouais. Début 2020, voilà. Puis, évidemment, la 4.3 un peu plus tard en 2020. Oui. Voilà, parfait. C'est bien quand même d'en parler. OK. Quelle autre question avions-nous eu aujourd'hui? OK, quelqu'un veut demander, est-il possible... OK, comment est-ce que je fais pour faire ça? Je vais faire copier-coller. Est-il possible de prévoir un scroll bar dans le tableau de bord en bas à gauche pour défiler les données? Grégory, tu as déjà répondu, mais peut-être que tu veux étendre sur la question? Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est une fonctionnalité qui n'existe pas dans les blocs Webi, donc dans les charts et les tables. Mais c'est quelque chose que l'on souhaiterait avoir dans le futur et nous regardons cela pour après la 4.3. Donc c'est-à-dire la possibilité lorsqu'on ajoute un graphique de type chart ou table, de pouvoir le contraindre dans son espace et si on le contraint, si on veut dire en minimisant sa taille, et ben cela fera apparaître des scroll bars de manière tout à fait classique. Donc en plus ça irait très bien avec la tendance de faire de Webi un outil plus dashboard compatible. Donc on regarde cela pour le futur, oui. D'accord. Donc je crée scroll bar. Voir dans les... Pour après, 3, ouais. Là, donc, prévu ou étudié, peut-être le beau mot? Étudier pour un post-BI 4.3. Quand il y a beaucoup de choses, on doit faire des choix. Absolument, et je ne veux pas vous contraindre à dire des choses que, que vous ne voulez pas dire ce matin. Voilà. OK, donc, autre question était... ah oui, bon, bonne question. La géomap, est-ce quelque chose qui est d'office avec BusinessObjects ou si c'était une extension? Alors oui, c'est quelque chose qui est en standard depuis la version 4.2. Donc on a une base de données géographique donc qui est fournie avec en fait le moteur graphique utilisé par Webi. Et donc, j'ai vu passer quelques questions sur comment afficher les données sur cette carte. Donc, pour ça, il y a une petite étape, je n'ai pas montré dans la démo, hein, qui consiste à en fait géocoder les données, c'est-à-dire qu'on choisit les données que l'on souhaite géocoder. On passe par cette petite étape. La base de données géographique propose donc les correspondances pour les noms, donc soit des noms de villes, des noms de régions, des noms de pays, etc., connus par la base. Et donc on confirme donc ce qu'on appelle cette réconciliation. Et une fois que c'est confirmé, les données, nos données à nous sont donc géocodées et peuvent être utilisées dans ces cartes géographiques. C'est parfait, effectivement. J'ai utilisé très souvent, très facile à utiliser d'ailleurs. Je l'écris dans la réponse, ce n'était pas dans la question, mais
vous n'avez pas besoin d'Internet. C'est effectivement, comme Pascal a dit, Oui, dans le oui, moteur. c'est exactement. Et peut-être, Patrick, il y a plusieurs questions autour des bases, des géomap, et notamment des données sous-jacentes associées. Peut-être que Pascal, tu peux les prendre. C'est où trouve-t-on les valeurs de la base de données géographique pour les faire correspondre avec celles provenant des bases de données des utilisateurs des compagnies. Donc d'abord, c'est est-ce que je peux, voilà, si tu regardes un peu de questions, je vais les flaguer et regarder un peu. Si tu veux traiter celle-ci, c'est les deux dernières et avant-dernière. OK. Je vais le mettre en priorité, non pas celle-ci. Oui, je vois. Oui, je réfléchis à l'écran. Ouais. Voilà, celle-ci. Hop. Alors, pour la faire matcher. Donc, comment visualiser le contenu de base de données géomap fournie pour être sûr d'être en phase avec celle provenant de ma base de données. Et la dernière question, où trouve-t-on les valeurs de la base de données, de la base géographique pour la faire matcher avec les valeurs et peut-on la modifier? Alors non, on ne peut pas modifier donc ce qu'il y a dans la, enfin ou plutôt l'utilisateur ne peut pas modifier donc ce qu'il y a dans la base de données géographique de Webi. En revanche, si on ne trouve pas un nom de lieu, on a toujours la possibilité de faire ce géocoding via des coordonnées latitude, longitude. Hein, donc ça c'est une possibilité, ou bien tout simplement d'associer un autre nom. Hein. Par exemple, bon, on a quand même une limite, typiquement, enfin sur les villes, on n'a pas toutes les villes de la planète dans cette base de données géographique. Hein, ce serait bien évidemment beaucoup trop de données, trop volumineux. Donc on a fait une sélection des villes de plus de 100 000 habitants de mémoire. Et donc, pour les villes plus petites, il est conseillé d'utiliser plutôt les coordonnées latitude, longitude. Donc, c'est 100 000 habitants, je pense? Oui, c'est ça, c'est le seuil qu'on s'est fixé pour conserver la ville dans la base de données. Donc en gros, cette phase d'ajout d'informations manquantes, cela se fait dans Webi, c'est-à-dire on a la possibilité d'ajouter par exemple un nom en utilisant ses latitudes et longitudes, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Oui, exactement. Et à savoir pour vous aussi, avec la version 4.3, nous allons fournir une version mise à jour de la base de données géomap que nous vous fournit. Donc cela contiendra notamment, tu me corriges si je me trompe Pascal, mais ça contiendra notamment le nouveau découpage des régions Oui, françaises. exactement, oui, c'est vrai, oui. On va avoir ça dans la mise à jour. Et puis, sinon, petite astuce, comme on en parle ce matin, ici en Angleterre, on me demande souvent si on peut gérer les codes postaux avec Webi, ce qu'on ne peut pas faire par défaut. Mais ici, on a gratuitement accès, offert par le gouvernement, par exemple, une traduction des codes postaux des longitudes, latitudes. Et comme les géomap Webi supportent longitude, latitude, ben, c'est très facile de gérer les codes postaux ou n'importe quel autre truc où vous avez justement une équivalence comme ça. Donc, c'est très facile à faire. Oui. Et j'aimerais ajouter également sur ce point, parce que là on parle des manquements liés au graphique de type géomap dans Webi, mais pas seulement. Dans Webi, vous avez possibilité d'enrichir Webi avec de nouveaux types de graphiques. C'est vrai pour les tables. Si vous cherchez par exemple des tables avec une scroll bar, même chose pour les géomaps. Cette fonctionnalité s'appelle les custom éléments. C'est très simple d'utilisation. Pascal a écrit un blog sur le sujet que vous pouvez consulter. Ça vous explique comment, par exemple, insérer des nouveaux graphiques dans Webi pour tous vos utilisateurs. Voilà, les custom éléments, blog de Pascal Golin. Et c'est vrai pour des tables de type scrollable, mais c'est vrai également, a fortiori, si vous voulez utiliser d'autres géomap de type Google Maps, par exemple, dans les documents Webi. Et voilà. Et dans ce cas-là, les défauts que l'on vient de mentionner, à savoir des noms de pays manquants ou des régions manquantes, sont résolus parce que Google Maps sait interpréter tout cela automatiquement pour vous. Super, très bien. C'est parfait. Quelle autre question on peut répondre maintenant?
Le type de graphique, il y a une question concernant le graphique en forme d'entonnoir. Alors, c'est un nouveau graphique. Ce n'est pas la customisation d'un graphique que nous avons réalisé. À partir de la 4.2 SP6, nous avons un graphique de type entonnoir et pyramide pour vous, à votre disposition. Voilà. Oui, et juste pour info, la version que j'ai présentée, c'est la version 3D. Donc c'est pour ça qu'elle est légèrement différente de celle qui est affichée en standard quand on choisit ce type d'entonnoir. OK. Super, merci. Je regarde. Donc voilà, entonnoir, GeoMaps, la version. La dernière question, comment accède-t-on au viewer de Sylvain Renaud. D'abord, il vous faut être en version 4.2 SP4, 4.2 Service Pack 4 minimum. Et c'est installé par défaut. Et c'est juste un changement d'URL. Actuellement, pour accéder au Launchpad classique, vous devez entrer nom de serveur, port 8080 /BOE/BI Launchpad, si je ne me trompe pas. Et pour accéder au nouveau viewer, et là j'ai un gros doute, c'est BE/BI tout court, si je ne me trompe pas. Nouveau, ouais. Le nouveau viewer, BE/BI, voilà. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Non, ça c'est l'ancien vieux. Oui, l'ancien c'est le nouveau BOE/BI et le nouveau c'est BOE/BI Launchpad. C'est ça. Merci. Voilà. Bon, je ne suis pas sûr des minuscules et des majuscules, hein, donc. Non, c'est bien ça. C'est bien ça, d'accord. Bon, ben parfait. Donc, oui, absolument. Il n'y a rien. C'est pas nécessaire d'installer quelque chose. Ça vient d'office quand vous installez Business Objects. OK, super. Petit mot de la fin. Il faut toujours poser des questions. Le positionnement de Webi comme étant un outil de dashboard, c'était un usage, j'ai envie de dire, un peu confidentiel pour les clients. La plupart du temps, ils regardaient autre chose. À partir de maintenant, et ce sera d'autant plus vrai avec la BI 4.3, nous allons positionner Webi comme étant un outil de self-service reporting, ce qu'il a toujours été, mais également self-service dashboarding. Et donc l'aspect dashboarding de Webi est un axe de développement futur assez important pour Webi. Et si vous avez des idées, des demandes spécifiques, n'hésitez pas à nous les partager, parce qu'on regarde tout cela pour après la BI 4.3. Donc, des self-service, reporting et dashboarding, c'est ça, tu as dit? Tout à fait, oui. Nous avons une nouvelle diapositive de positionnement que j'ai commencé à utiliser cette semaine, que vous allez voir de plus en plus. Voilà. Bon. Très bien. Ben merci. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Je regarde une dernière fois. Non? OK. Ben écoutez, Pascal, Grégory, petit mot de fin encore une fois. C'est toujours un plaisir de participer au webinaire de JBN Smith de 368. Merci de nous suivre et merci d'être présent. Merci à tous. Bon, ben, encore une fois, ben, merci à tous d'être venus ce matin. Comme je le disais, votre avis nous intéresse. Donc, merci de remplir le petit questionnaire qui apparaîtra à votre écran dans quelques secondes. Et bonne journée à tous.